Chapitre 7. Des livres, il en existe de toutes sortes, dans tous les formats, tous les genres. Et rien d'étonnant après tout. Les gens aussi, il en existe de toutes sortes, dans tous les formats, tous les genres. Il est bien normal que chacun souhaite lire ce qui lui plaît. Par exemple, si vous détestez les livres dans lesquels des enfants vivent des aventures horribles, vous feriez mieux de refermer celui-ci, séance tenante. Mais il est aussi des livres que personne n'a jamais envie de lire. Et ce sont les livres de droit. Dans ces livres-là, on ne parle que de loi. Et ils sont toujours affreusement longs, affreusement ennuyeux, affreusement ardueux à lire. C'est d'ailleurs ce qui permet aux juges, aux avocats et à tous les hommes de loi de devenir très riches. Eux seuls ont eu le courage de lire jusqu'au bout ces livres à dormir debout. Et seule l'envie de devenir très riche peut inciter à s'attaquer à des livres affreusement longs, affreusement ennuyeux et ardus. Elle seule peut pousser à les lire en entier. Les enfants Baudelaire, bien sûr, avaient une raison très spéciale de s'attaquer à des livres de droit. Le but n'était pas de devenir riche, mais d'empêcher le comte Olaf de faire quelque chose d'odieux pour devenir riche. Pourtant, même avec cette bonne raison, lire ces grimoires était une tâche très, très ingrate. « Juste ciel !» s'écria la juge Abbott lorsque, entrant dans la pièce, elle vit dans quoi s'étaient plongés ses jeunes invités. Elle leur avait ouvert la bibliothèque, mais elle était repartie presque aussitôt s'occuper des fleurs de son jardin, laissant les trois orphelins seuls dans ce palais de la lecture. « Et moi qui vous croyais intéressé par le génie mécanique, la faune d'Amérique du Nord et l'art dentaire, êtes-vous sûr que vous tenez tant à lire ces gros manuels de droit? Même moi je n'y tiens pas spécialement, et pourtant le droit est mon métier. »« Oui, madame, mentit Violette, je les trouve très intéressants. »« Moi aussi, assura Klaus. Violette et moi pensons faire du droit plus tard. Pour nous, ces livres sont passionnants. »« Ah bon ?» dit la juge. « Mais Pruny, j'en suis sûre, est bien moins passionnée. Si elle venait plutôt m'aider à jardiner. »« Gloupi !» lança Pruny de sa petite voix suraiguë. Autrement dit, oui, j'ai 1000 fois plus envie de jardiner que de rester ici à regarder mes aînés le nez dans de gros livres. D'accord, dit Klaus en remettant sa petite sœur aux mains de la juge. Mais méfiez-vous, elle est bien capable d'avaler de la terre. Je vais faire très attention, dit gaiement la juge, qu'elle n'aille pas se rendre malade, surtout si près de la grande représentation. Violette et Klaus échangèrent un regard. Violette hasarda. Vous êtes contente de jouer dans cette pièce ? Le visage de la juge s'illumina. Contente ? Enchantée, oui. Monter sur scène est un vieux rêve. Déjà toute petite, et voilà que le comte Olaf m'offre l'occasion de le réaliser. Vous n'êtes pas émoustillée, vous, à l'idée d'avoir un rôle dans cette pièce ? Peut-être un peu, concéda Violette. Mais bien sûr que oui, vous l'êtes, dit la juge. Et elle ressortit au jardin, des étoiles dans les yeux, et la petite main de Pruny dans la sienne. Violette et Klaus soupirèrent. Et voilà, dit Klaus. Faire du théâtre, elle en meurt d'envie. Jamais elle ne voudra croire qu'Olaf fasse de rat machine quelque chose. Elle ne nous serait d'aucun secours de toute façon, dit Violette morose. Elle est juge. Elle aurait au fait de parler in loco parentis et tout ça, comme Monsieur Pau. Raison de plus pour trouver une raison légale d'empêcher cette représentation, dit Klaus d'un ton résolu. Tu as trouvé quelque chose dans le volume que tu lis ? Rien de bien utile pour le moment, avoua Violette, consultant le bout de papier sur lequel elle griffonnait des notes. Voilà 50 ans, une dame avait légué sa fortune à sa belette apprivoisée, et pas un sou à ses 3 fils. Pour essayer de récupérer le magot, les 3 fils tentèrent de prouver que leur mère avait perdu la raison. Et alors ? Je crois que la belette est morte, mais je n'en suis pas certaine. Il y a plusieurs mots difficiles, il faut que je regarde dans un dictionnaire. Je ne crois pas que cette histoire nous soit très utile de toute manière, dit Klaus. Peut-être que le comte Olaf essaie de prouver que nous avons perdu la raison, nous aussi, pour mettre la main sur nos sous. Klaus plissa le front. Mais en quoi nous donner un rôle dans le mariage merveilleux serait-il un moyen de prouver que nous sommes fous ? Je n'en sais rien, admit Violette. Je sèche complètement. Et toi, tu as trouvé quelque chose ? À peu près à l'époque de ta dame à la belette, dit Klaus en feuilletant l'énorme volume qu'il compulsait, une troupe de théâtre a joué Macbeth de Shakespeare, entièrement en costume d'Adam. Violette rougit. Tu veux dire que tous les acteurs étaient nus comme des vers, sur scène ? Ça n'a pas duré très longtemps, répondit Klaus, un sourire aux lèvres. La police est venue et a fermé le théâtre. Bon, ça non plus, ça ne nous mènera pas loin. C'était juste amusant à lire. Violette dégagea son front de ses boucles. Peut-être que le comte Olaf ne manigance rien, finalement, dit-elle. Je n'ai aucune envie de jouer dans sa pièce, mais peut-être que nous nous faisons des idées.
Si ça se trouve, il essaie bel et bien de nous mettre à l'aise. Lui? Faillit s'étrangler Klaus. On voit bien que c'est pas toi qui as reçu une châtaigne. Bon, d'accord. Mais dis-moi comment nous faire jouer dans sa pièce lui permettrait de s'emparer de nos sous. Oh, j'ai les yeux qui piquent à force de lire ces livres, et tout ça ne nous avance à rien. Tant pis, je vais au jardin aider la juge à botte. Klaus regarda la porte se refermer sur sa sœur, et un accès de découragement le prit. 3 jours. Il ne restait que 3 jours pour découvrir ce que tramait le comte, sans parler bien sûr de trouver le moyen de déjouer ses plans. Pauvre Klaus! Il avait grandi dans la certitude que les livres contenaient la solution à tous les problèmes. Il avait toujours cru dur comme fer qu'il suffisait d'avoir beaucoup lu pour venir à bout de tout. Il n'en était plus si sûr. Un coincement le fit sursauter. Dis donc, toi, qu'est-ce que tu fais là? Il se retourna. Un compère du comte s'encadrait dans la porte, le grand diable au crochet à la place des mains. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Le comte Olaf m'a envoyé vous chercher. Il vous ordonne de rentrer à la maison immédiatement. Klaus n'eut pas le temps de répondre. En 3 enjambées, l'homme était sur lui. Tu vas me le dire, oui, ce que tu fais là, entre 4 murs, par ce beau temps, à respirer ces vieux bouquins moisis? Fais voir un peu. L'héritage, loi et jurisprudence. On peut savoir pourquoi tu lis ça? À votre avis? Le défia Klaus. Mon avis? Ah, tu veux mon avis? Un vilain crochet luisant se posa sur l'épaule de Klaus. Mon avis, c'est qu'on ferait mieux de t'interdire de remettre les pieds dans cette bibliothèque, du moins d'ici à samedi, qu'un petit morveux comme toi n'aille pas se fourrer de grandes idées dans le crâne. Bon, et maintenant, où sont ta sœur aînée et ton horreur de petite sœur? Au jardin, répondit Klaus en libérant son épaule d'un coup sec. Vous n'avez qu'à aller les chercher. Le grand diable se pencha vers lui, si près que son haleine mit Klaus au bord de l'asphyxie. Écoute voir, Freuk, et écoute bien. La seule chose qui retient le comte Olaf de vous débiter en petits morceaux, vous trois, c'est d'avoir encore à mettre la main sur votre magot. S'il vous laisse la vie sauve, c'est uniquement le temps d'arriver à ses fins. Mais pose-toi cette question, ver de bibliothèque. Quand il aura vos sous, quelle raison aura-t-il de s'encombrer de vous? Que crois-tu qu'il adviendra, hein, alors? Klaus sentit ces mots s'enfoncer en lui comme du plomb. Jamais encore de sa vie il n'avait été aussi terrorisé. Ses bras, ses jambes tremblaient comme l'herbe au vent. Et il cherchait que répondre, et d'étranges sons sortaient de sa gorge, de ceux que Prunille émettait parfois. Rah, rah. Et quand ce jour viendra, moustique, j'ai dans l'idée que c'est moi qu'Olaf chargera de s'occuper de toi. Alors tu vois, à ta place, j'essaierai d'être un peu plus aimable. Le grand diable se releva. Seuls ses crochets dansaient encore sous le nez de Klaus, et la lumière des lampes tulipes y jetait des reflets sinistres. Maintenant, dit l'homme, si tu permets, faut que j'aille chercher tes sœurettes. Klaus se retrouva seul, plus mou qu'un chiffon à poussière. Un long instant, il resta figé sur sa chaise, occupé à reprendre souffle. Mais ses pensées galopaient dans sa tête. C'étaient ses derniers instants dans la précieuse bibliothèque, sa dernière chance, peut-être, de contrecarrer les plans du comte. Mais que faire? Du jardin lui parvenaient des bribes de la conversation entre la juge et l'homme au crochet. Fiévreusement, il cherchait des yeux dans la pièce l'ouvrage qui permettrait de sauver la situation. Juste comme des pas revenaient vers la maison, Klaus repéra un livre et s'en saisit vivement. Il sortit sa chemise de son pantalon, glissa le livre par-dessous et rentra sa chemise en hâte. Il était temps. La porte de la bibliothèque s'ouvrit et l'homme au crochet réapparut. Il poussait Violette devant lui et tenait Prunille sous le bras. Prunille qui tentait en vain de mordre le crochet le plus proche. J'arrive, s'empressa de dire Klaus. Et il se coula dehors prestement. Puis il prit la tête du petit cortège en priant le ciel que nul n'avise la bosse rectangulaire sous sa chemise. Peut-être, oh, peut-être que cet emprunt clandestin allait leur sauver la vie.